Les 30 ans de la mort du pilote de Formule 1 brésilien Ayrton Senna, c'était le 1er mai 1994, un accident tragique sur le circuit d'Imola. Écoutez, cette archive d'Europe 1, on est le 1er mai, il y a exactement 30 ans. Il restera gravé, ancré, comme, on va dire, un peu le dieu des circuits qui a perdu la vie. Et indirectement, oui, je reste associé à ça. Mais vraiment, outre le pilote, moi j'étais à ses funérailles au Brésil, je vois au quotidien, j'ai des messages de Brésiliens absolument tous les jours. Et je vois à quel point il a marqué les gens. C'est pas uniquement l'histoire d'un palmarès. Et quand je revois des vidéos de ces funérailles nationales, c'est absolument incroyable. Un mythe, ça ne s'explique pas, mais c'est devenu vraiment le mythe de la course automobile, plus que Fangio, plus que plein d'autres pilotes, et il sera vraiment unique dans la mémoire des gens. Et vous aurez compris que c'était Alain Prost aujourd'hui, Alain Prost au micro d'Europe 1 de Jacques Vendroux. Mais avant d'être avec Julien Febvreau, qui est journaliste, commentateur Formule 1 pour Canal+, mais qui a également travaillé pour Europe 1, je voulais qu'on écoute une ou deux archives et peut-être davantage. Écoutez par exemple ce que disait Alain Prost avant le Grand Prix du 1er mai 1994. Je vous propose maintenant d'écouter ce que disait Alain Prost à Dominique Bressot juste avant ce Grand Prix sur les conditions de course de plus en plus dures. Quand une voiture de course, quelle qu'elle soit, sort de la route à 300 à l'heure, plus de 300 à l'heure, causée par un accident mécanique dont une perte d'aileron apparemment, il faut avoir beaucoup de chance pour s'en tirer indemne. Ça peut arriver. C'est arrivé déjà dans le passé, mais il ne faut pas non plus compter que sur la chance. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de courir, vous le savez très bien, les notions de risque. Dominique Bressot a longtemps commenté la Formule 1 pour Europe 1. Écoutez son reportage il y a 30 ans. Nous avons du mal à trouver les mots pour vous raconter ce qui s'est passé au moment où l'hélicoptère qui a pris position sur la piste est en train de décoller et donc d'évacuer Ayrton Senna en direction de l'hôpital de Bologne. Nous pensons que l'état de santé du pilote brésilien est grave. Ayrton Senna, après que la course ait été neutralisée pendant 5 tours en raison d'un carambolage très spectaculaire mais sans gravité pour les pilotes entre la Benetton Ford de Gigi Letto et la Lotus de Pedro Lamy, eh bien, après que cette course ait été neutralisée, la voiture de sécurité était rentrée donc au stand, libérant les bolides qui avaient accompli un premier tour lancé. Ayrton Senna menait la course devant Schumacher, une demi-seconde derrière lui. Et subitement, ces images effrayantes de la courbe de Tamburello, c'est-à-dire quelques mètres juste avant l'endroit où hier le pilote autrichien Ratzenberger a perdu la vie. Ces images de la Williams-Renault numéro 2, donc lancée à pleine vitesse dans la courbe de Tamburello. C'est une courbe très rapide à gauche qui se passe à fond, c'est 330 km/h à bord d'une Williams. Et puis, cette courbe à gauche que Ayrton Senna ne peut pas négocier. Et Ayrton Senna va tirer tout droit sur la droite de la trajectoire, sur la droite, et va taper le mur en béton qui est juste là. Pourquoi un garçon comme Ayrton Senna est-il sorti? Il n'y a pas eu de faute de ce garçon qui est un véritable magicien du pilote. Il a été prisonnier d'une mécanique qui était en défaillance, semble-t-il. Alors nous l'avons vu bouger un petit peu son casque, bouger sa tête, mais après il est resté immobile. Les médecins et les secouristes se sont portés immédiatement auprès de lui, l'ont sorti avec précaution et malheureusement Ayrton Senna a perdu beaucoup de sang dans cet accident. Toute l'émotion de Dominique Bressot il y a 30 ans. Et puis une dernière archive que je voulais vous faire entendre, c'est lorsqu'on comprend que c'est fini pour Ayrton Senna, et c'est Jean-Baptiste Venditti qui le dit. Conférence de presse, la 3e depuis le début de l'hospitalisation de Ayrton Senna au Grand Hôpital de Bologne, vient de donner cette information. Mort cérébrale, encéphalogramme plat. Et pour l'heure, ce n'était pas la dernière conférence de presse, pour l'heure, tous les espoirs de revoir Ayrton Senna vivant se sont pratiquement éteints. Voilà ce que vient de donner le responsable du service de réanimation de l'hôpital de Bologne. C'est l'information qu'on vient d'avoir et apparemment la plus triste et la dernière de la journée au terme d'un Grand Prix qui s'est révélé dramatique. On va être avec Julien Febvreau ce jour-là d'ailleurs, et on peut avoir une pensée pour lui parce que courait sur la piste d'Imola Schumacher, qui était d'ailleurs pas très loin finalement d'Ayrton Senna. Bonjour Julien Febvreau. Bonjour Pascal. Chacun vous connaît, vous êtes commentateur Formule 1 pour Canal+.
il reste, je suis pas spécialiste bien sûr comme vous, mais il reste une forme de mystère quand on revoit ces images. Je les ai revues encore ce matin. On comprend mal pourquoi, même 30 ans plus tard, Senna est allé tout droit à ce moment de la course. Oui, il y a la thèse, ou en tout cas le contexte le plus crédible, qui est une rupture mécanique sur la voiture d'Ayrton Senna. Il faut, dans le contexte de l'époque, rappeler qu'il n'est pas heureux de cette monoplace. Cette Williams n'est pas la voiture la plus réussie de l'ingénieur anglais Adrian Newey. Il se plaint de son comportement. D'ailleurs, tout au long de ce week-end à Imola, il va se plaindre de son comportement, de son équilibre qui tantôt rend la voiture très sous-vireuse, à d'autres moments très survireuse, et puis il a fait modifier la taille de la colonne de direction de sa Williams auparavant, parce que la position dans la voiture n'est pas confortable pour lui. Ça crée d'ailleurs des stress musculaires en haut du corps, et donc il a fait raccourcir légèrement la colonne de direction pour que le volant soit un petit peu moins près de lui et qu'il puisse étendre un tout petit peu plus ses bras. Il va être pointé du doigt, cette modification. On va parler d'une soudure faite sur la colonne de direction qui aurait pu lâcher à ce moment-là, ce qui ferait que Senna a bien entamé le virage de Tamburello. On entendait Dominique Bressot nommer ce virage désormais tragiquement mythique, et on a suspecté cette colonne de direction d'avoir cédé sous la charge. Les F1 généraient beaucoup d'appui aérodynamique, de charge au sol. On a aussi dit qu'après avoir passé du temps derrière la voiture de sécurité, à la relance, les pneus n'étaient peut-être pas dans une fenêtre de température efficace. La Williams, c'était une voiture qui roulait très très proche du sol. On la voyait souvent rebondir, provoquer quelques étincelles. Est-ce qu'il y aurait eu un décrochage à un moment donné? Voilà, il y a eu beaucoup d'éléments posés sur la table. Celui qui a été le plus retenu et le plus probablement retenu, c'est cette rupture de colonne de direction. Et puis on a ajouté qu'une roue était peut-être venue heurter son casque alors qu'un bras de suspension a perforé l'habitacle lorsque la monoplace s'est fracassée contre ce mur en béton. Alors ce week-end-là, je ne sais pas quel âge vous aviez, Julien, mais moi je m'en souviens très très bien parce que TF1 retransmettait d'abord la Formule 1 à l'époque, et Ratzenberger était décédé dans une série d'essais la veille, donc le samedi, et il y avait également Rubens Barrichello, qui était le compatriote de Senna, qui avait eu aussi un accident ce même week-end. C'était il y a 30 ans. Et depuis, quand même, et heureusement d'ailleurs, la sécurité a fait beaucoup de progrès. Vous qui commentez pour tous les amateurs de Canal, les conversations que vous avez avec les pilotes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont rassurés sur l'état de leur voiture d'abord, l'état des circuits ensuite, et puis la possibilité d'intervenir en cas d'accident enfin? Alors, oui, ils le sont, mais ils ne le sont jamais complètement, et surtout, ils ne relâchent jamais la pression sur les autorités dirigeantes de la F1, sur les organisateurs de Grand Prix. Et il y a cette association des pilotes, le GPDA, le Grand Prix Driver Association, qui a été relancée après la mort d'Ayrton Senna. Et c'était là tout un sujet, et Alain Prost en parle dans l'une de vos archives. À l'époque de l'accident d'Ayrton Senna, Alain Prost, comme d'autres, pointe du doigt le fait qu'on laisse complètement tomber la sécurité à ce moment-là en Formule 1, qu'on ne parle plus de sécurité, qu'on s'appuie simplement sur des accidents où les pilotes s'en sortent bien. Et Alain Prost parlait bien de miracles, et les miracles n'allaient pas continuer éternellement. Et il avait été créé longtemps auparavant cette association des pilotes pour qu'ils aient une voix face aux instances dirigeantes. Et 12 ans avant la mort de Senna, cette association des pilotes était tombée en sommeil. Elle va être recréée 15 jours après l'accident d'Ayrton Senna à Monaco. Tous les pilotes se rassemblent de nouveau en disant ça ne peut plus durer. Évidemment, Imola est plus qu'un électrochoc. À Imola, on a perdu 2 pilotes, on aurait pu en perdre plus. Des mécaniciens ont été blessés dans la voie des stands, des spectateurs ont été blessés au départ par des roues qui se sont envolées dans les tribunes. Ça n'était plus acceptable du tout. Les F1 étaient de manière disproportionnée, puissante, agressive dans les virages et surtout dangereuse. Revoyez ces photos ou ces images d'Ayrton Senna dont on voit la tête et les épaules hors de la voiture. À l'époque, les pilotes étaient bien moins protégés qu'aujourd'hui. Donc évidemment, il y a eu un avant et un après Imola 94, mais aujourd'hui encore, il y a des situations où les pilotes disent attention, au nom du spectacle, au nom de ce qu'est la Formule 1 et de ce qu'elle a de plus intéressant à suivre pour les passionnés, ne transigeons pas sur la sécurité, et on peut toujours faire mieux en matière de sécurité.
Vous êtes sur Europe 1, il est 12h43. Julien Febvre est avec nous, il est journaliste commentateur pour Canal+. Il a d'ailleurs travaillé également pour Europe 1, Julien, il y a quelques années, dans cette maison bleue. Et puis, vous suivez bien sûr les Grands Prix pour, je le disais, tous ces amateurs, avec Verstappen, qui est toujours en tête d'ailleurs aujourd'hui, et qui s'envole peut-être vers un nouveau titre de champion du monde. Vous nous direz peut-être cela dans quelques secondes, mais depuis 30 ans, il y a eu, j'allais dire, qu'un seul mort, mais cette expression est tellement abominable. Et elle a concerné Jules Bianchi en 2014. C'est le seul pilote qui a trouvé la mort après, en Formule 1, bien sûr, après cet accident de Senna. Donc c'était il y a 30 ans. Jules Bianchi, c'était donc en 2014. Donc depuis 10 ans, pas d'accident en F1. Et puis on avait une pensée évidemment pour Schumacher, même si les informations sont toujours au compte-gouttes. Évidemment, on comprend que la situation est stable, qu'elle ne bougera plus, qu'elle n'évoluera plus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au chevet de Michael Schumacher. Je sais que Jean Todt y va régulièrement. Je ne sais pas si vous avez des contacts ou pas avec la famille. Non, la famille, et c'est son droit le plus cher, souhaite garder une discrétion absolue sur la situation de Michael Schumacher. Effectivement, Jean Todt est l'une des très très rares personnes à pouvoir se rendre auprès de lui, et la famille est très vigilante à la protection de sa vie privée. Donc on n'a pas d'informations liées à l'état de santé de Michael Schumacher. On aimerait en avoir parce que évidemment les fans de Michael Schumacher sont nombreux à travers le monde, et on aimerait s'entendre un jour dire qu'il va mieux. Maintenant, voilà, il faut être lucide et respecter aussi le choix de la famille. Mais s'il n'y a pas de nouvelles, c'est qu'elles sont certainement pas exceptionnelles. Ils l'ont dit dans un documentaire il y a quelque temps, et je pense que c'était la dernière fois qu'il souhaitait s'exprimer publiquement. Ce n'est plus le Michael que nous avons connu auparavant, mais la famille, voilà, est d'une grande discrétion, et il faut respecter cela. Bon, dernière chose, Verstappen, il a 110 points, je crois, j'en suis sûr même, puisque j'ai le classement sous les yeux. Donc il a gagné 4 victoires, il a fait 4 podiums. C'est vrai qu'il s'est déjà détaché. Alors je dis le premier français, mais il n'est pas français d'ailleurs, Charles Leclerc. Il est monégasque. On aimerait. Bon, un champion du monde français, un grand champion du monde français. On l'espère, pourquoi pas un jour. Je ne sais pas s'il y a des jeunes gens qui sont dans les écuries que vous connaissez et qui ont un talent et qui pourraient peut-être émerger au plus haut niveau. Quel est le plus grand champion français de Formule 1 de l'histoire? Alain Prost. Là, voilà, la question est simple. Alain Prost, évidemment, non au-delà des 4 titres de champion du monde, ce qui fait évidemment un palmarès que très peu peuvent revendiquer, mais c'est ce qu'Alain Prost a été tout au long de sa carrière. Et puis, puisqu'on parle d'Ayrton Senna, ils sont indissociables l'un de l'autre. L'un était le professeur d'un travail chirurgical, Alain Prost, et Magic Senna, puisque c'était son surnom, était le pilote à la fois mystique, à la fois habité, ramenant toujours ou quasiment toujours ce qu'il faisait à Dieu, et capable de vous décrire pendant 20 minutes un tour de qualification tant il rentrait dans une transe exceptionnelle. Il l'avait notamment fait à Monaco, et Alain Prost le disait, je n'étais pas prêt à l'époque à prendre la quantité de risques qu'Ayrton Senna prenait. Mais bien sûr, et on l'avait senti en 94 d'ailleurs, on avait senti que parfois, disons-le, il y avait plus de pro-Senna que de pro-Prost à l'époque, parce qu'il y avait quelque chose de plus flamboyant chez Senna. Mais Prost est vivant. Et Senna, évidemment, s'est tué sur un circuit. Il y a aussi cette dimension-là, Julien. C'est sa dernière victoire à Alain Prost, c'est d'être resté vivant alors qu'il a piloté à une époque où, pas tous les week-ends, mais presque, il y avait des blessés graves et ou des pilotes qui décédaient sur la piste. Donc l'une de ses plus belles victoires, c'est d'être aujourd'hui en pleine forme, d'être le Alain Prost que l'on connaît. Et l'amitié qui s'est créée après l'arrêt de la carrière d'Alain Prost avec Ayrton Senna était aussi très touchante. Et ce message lancé à la radio par Ayrton Senna, enregistré par nos confrères de TF1 samedi matin avant l'accident de Roland Ratzenberger, dans la voiture depuis le cockpit, où Ayrton Senna dit « Alain, tu nous manques », parce que sans Alain Prost, c'était plus complètement Ayrton Senna. Donc l'un n'allait pas sans l'autre. Merci. C'est quand le prochain Grand Prix, Julien ?
Et c'est ce week-end, c'est le Grand Prix de Miami, c'est à Miami, et donc vous pourrez suivre ça sur Canal+. Et pour l'anecdote, le grand ingénieur qui aide à construire les voitures de Verstappen, puisque vous me parlez de Max Verstappen, qui a créé des McLaren championnes du monde, qui a créé des Williams championnes du monde, qui a fait dessiner les Red Bull championnes du monde de Max Verstappen, eh bien, il l'a annoncé aujourd'hui, il va quitter l'écurie Red Bull. Donc ça va peut-être faire bouger les lignes. Et le Grand Prix d'Imola, c'est quand désormais ? Eh bien, ce sera 15 jours plus tard. Ce sera dans un peu plus de 15 jours maintenant. Ben vraiment, merci. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Et puis, vous nous faites tellement vivre ça avec émotion, avec passion, que c'est un plaisir de vous écouter sur Canal, bien évidemment. 12h49, nous marquons une pause. Et ça va être peut-être le grand débrief de Monsieur Tessier ? J'arrive ! Ah oui, arrivez, parce qu'on vous attend.